C'est notre 161e déjeuner aujourd'hui. C'est la première fois que tout le public se lève pour quelqu'un. Très bien. Écoutez, vous savez, je suis très heureux d'être là parce que à chaque fois que je dis oui à un projet, je suis plutôt récompensé. Voilà. Donc je suis venu ici un peu sans trop savoir où j'allais. Et à chaque fois que j'ai fait confiance au hasard, j'ai été récompensé. Voilà. Donc j'espère qu'on va passer un bon moment. On va passer un bon moment. Alors, première question. On vous voit souvent signer les films 13. Pourquoi le chiffre 13 ? Alors ça fait partie des choses irrationnelles auxquelles je suis très attaché. Quand j'ai créé ma société Les Films 13 en 1960, j'étais chez l'avocat et je voulais appeler mon film par provocation ma société Les Films de l'Apocalypse. Et l'avocat m'a dit, vous savez, c'est une très mauvaise idée, vous allez faire peur à tout le monde, ça serait mieux de trouver autre chose. Alors on a cherché, puis à un moment donné, l'avocat était exaspéré, il me dit, est-ce que vous avez quelque chose contre les chiffres ? Non. Il me dit, parce qu'on est le 13 avril, il est 13h, et je viens de compter, Claude Lelouch, ça fait 13 lettres. Les films 13, je trouve que ça serait pas mal. Alors j'ai trouvé l'idée séduisante, ça correspondait tout à fait à mon esprit d'aventure. Et donc c'est comme ça que j'ai appelé ma société Les Films 13. Après je suis descendu dans la rue, j'ai récupéré ma voiture et elle était la seule à ne pas avoir de contravention, elle était garée devant un 13. Voilà. À partir de ce jour, j'ai pu observer, puisque c'est le propre de mon métier, c'est l'observation, je me suis aperçu qu'à chaque fois qu'il y avait le chiffre 13 autour de moi, et des fois aussi le chiffre 7, les choses étaient plus faciles. Voilà, donc, alors on a voulu, plein de gens ont voulu m'expliquer les vertus du 13 et du 7, et je veux surtout pas savoir. Je veux dire que les tours de magie, je veux pas qu'on me les explique. Voilà, donc je me laisse porter, et j'ai pas du tout envie de savoir pourquoi ça marche bien avec le 13 et le 7. Alors, ce qui est amusant, tout à l'heure, on discutait tous les deux au coin d'une table et j'ai dit à Claude que j'avais 52 ans et il m'a dit ça fait 4 fois 13. Donc, c'est les anecdotes. Tout de suite. Hein, tout de suite. Alors, dites-nous, un grand film, vous dites toujours c'est un miracle. Pourquoi c'est un miracle, un grand film ? Ben, c'est un miracle parce que c'est quand un film marche, c'est le résultat d'une synchronicité incroyable entre plein de talents. Un auteur, un metteur en scène, un musicien, des acteurs, des maquilleurs, des coiffeurs, des décorateurs. Je veux dire, il faut à un moment donné, quand on fait un film, on soulève une armée. On soulève une armée de techniciens, de comédiens, de figurants, et il faut absolument que toute cette synchronisation, à un moment donné, trouve le point commun, la synthèse, qui fait qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose qui va faire battre votre cœur un peu plus vite que d'habitude. Et donc, il faut faire confiance à tout ce qu'on ne connaît pas. Je veux dire que ce qui a fait le charme de tout ce que j'ai fait 47 films, et donc j'ai le sentiment d'avoir vécu 47 vies. Et à chaque fois, je me suis laissé porter par le hasard qui était plus intelligent que moi. Je veux dire que notre intelligence a des limites, à tous. Et c'est vrai que notre intelligence essaye de faire une synthèse et plutôt essaye de nous prévenir des choses qui ne vont pas. Elle est plutôt négative que positive. Voilà. Alors que notre part d'irrationnel, tout ce qui vient de notre cœur est plutôt positif. Et puis, l'irrationnel a le goût de l'aventure. Alors que notre intelligence, comme je le disais tout à l'heure, elle a trop le sens des affaires, elle est trop pragmatique, elle est là pour faire les fins de mois. Et notre intelligence nous explique qu'on est mortel, alors que notre part d'irrationnel nous explique qu'on est immortel. Et c'est beaucoup plus agréable de faire confiance à cette possibilité. Donc j'ai toujours privilégié mon inconscient, mon instinct, et comme je vous le disais tout à l'heure, donc comme l'intelligence a ses limites, j'ai souvent fait appel au hasard qui a répondu aux questions que je me posais. Voilà.
Et c'est vrai, comme je le disais encore tout à l'heure, j'ai souvent joué un film ou ma vie à pile ou face. Et je crois beaucoup à cette force du hasard qui, chez moi et dans mon cas, m'a sauvé de toutes les situations les plus périlleuses. Voilà, donc je fais de plus en plus confiance à la part d'irrationnel qu'il y a en chacun d'entre nous. Toutes les écoles du monde sont construites pour développer notre part de rationnel. Il n'y a pas une école au monde qui développe notre part d'irrationnel et qui est la grande richesse de chacun d'entre nous. Je veux dire que c'est pour ça que quand les gens sont amoureux de quelque chose ou de quelqu'un, ils basculent dans l'irrationnel. C'est très irrationnel, l'amour. Et c'est en cela que ça donne un sens à notre vie, et c'est en cela que j'ai consacré beaucoup de films à essayer de comprendre pourquoi un homme et une femme se donnaient tant de mal pour aller au lit et tant de mal pour ne plus y aller. Voilà. Alors Claude, il fallait juste un petit peu accélérer sur les réponses, parce que j'ai 25 questions à vous poser. Donc là, ça va être passionnant, je le sens, mais j'ai tellement de choses à vous demander. Comment on finance un film? Comment on finance un film Alors, on finance un film, en général, avec l'argent des autres, ou avec son propre argent. Je veux dire qu'aujourd'hui, le système du cinéma français est très bien foutu, parce qu'il y a pas mal d'aides. Il y a le crédit d'impôt, il y a des tas de possibilités les chaînes de télévision participent au financement du film. Oui, on le voit à 32% là. Voilà, et donc à chaque fois qu'on construit un film sur le financement actuel, on risque de faire un film pas mal. C'est-à-dire que ce n'est pas un film qui va prendre des risques. Les risques, les financiers en général ont très peur des risques. Et alors, ils ont tort parce que c'est là où c'est le plus payant. Moi, quand j'ai fait Un homme et une femme, j'ai cherché des producteurs, des distributeurs. Personne n'a voulu du film. Personne. Donc, j'ai été obligé de le produire. Et je remercierai jamais assez le hasard de m'avoir permis ça. Vous savez, je répéterai jamais assez, je remercierai jamais assez toutes les personnes qui m'ont dit non. Ça m'a permis de trouver celles qui vous disent oui. Et c'est avec des oui que j'ai pu faire 47 films. Alors, donc méfiez-vous de tous les gens qui disent non. Alors, le film le plus cher de Claude Lelouch et le moins cher que vous ayez fait? Alors, le plus cher, c'est peut-être Les uns et les autres, car c'était une grande fresque qui couvrait de grandes reconstructions. Et le moins cher, c'est Smix Max Mock. C'est un film que j'ai fait en une semaine. Voilà. Et j'ai pris autant de plaisir à faire l'un que l'autre. Comme j'ai eu des hauts et des bas, quand j'étais riche, j'ai fait des films de riches. Quand j'étais pauvre, j'ai fait des films de pauvres. Et je me suis autant amusé avec les uns et les autres. Je dirais peut-être mieux, je me suis encore plus exalté quand j'étais dans la difficulté que dans le succès. J'ai toujours été plus créatif après un échec, après une souffrance. J'ai toujours été plus créatif après avoir traversé des mauvais moments. Je veux dire que le succès vous rend un peu con, quoi. Alors justement, quand on parle de financement, vous avez dû connaître, vous avez connu des bas. Vous avez vendu des tableaux, je crois. Lorsque ça va moins bien financièrement, vous vendez des tableaux, et quand ça va mieux, vous rachetez des tableaux. C'est ça? Non, c'est-à-dire que d'abord, quand j'ai connu le succès d'Un homme et une femme, qui a été un succès mondial, donc je suis un fou de peinture. J'adore la peinture parce que c'est les premiers cinéastes, c'est les premiers cadreurs, c'est les premières images. Donc j'adore, et donc j'ai acheté, avec l'argent que j'avais gagné, j'ai acheté des tableaux. Et après, par la suite, quand j'avais besoin de faire un film, quand ça allait très, très mal, je vendais les tableaux. Voilà, donc les uns et les autres ont en partie été financés par un très beau Renoir. Voilà. Alors, les risques que vous avez pris, Claude, quel était le plus grand risque que vous ayez pris dans votre vie? C'est quand je dis oui ou non à une femme. C'est un risque énorme. Jacques Brel disait, il n'y a rien de plus terrorisant que de rentrer dans le lit d'une femme. Il avait raison. Et non, le risque, vous savez, si on perd demain matin de l'argent, ça peut se récupérer.
chaque seconde perdue, on ne peut pas la récupérer. Donc je suis un fanatique du présent, je suis un fanatique de l'instant. Comme je vous le disais ce matin, la seule chose qui nous appartienne, c'est le présent. Voilà, on est là, on profite, on mange, on discute, on parle. Ça nous appartient. Tout le reste, ce sont des probabilités sur lesquelles on ne peut pas s'accrocher. Le cinéma, quand la caméra tourne, elle filme le présent. Elle filme le présent. Donc j'ai pris l'habitude d'aimer le présent, de l'apprécier totalement. Et s'il m'arrive de temps en temps d'être un peu plus heureux que la moyenne des gens, c'est parce que je suis un fanatique du présent. C'est la seule chose à laquelle je m'accroche. Voilà, donc c'est comme ça que je fonctionne. Alors, également sur le cinéma, il y a toujours des décors fantastiques. Vous avez, comment on sélectionne les lieux? Tiens, par exemple, ici, est-ce qu'on pourrait faire un film, est-ce qu'on pourrait faire une séquence d'un film ici, dans un endroit comme celui-ci? Oui, à condition de revoir le problème du son. Bon, Pierre, t'as entendu hein? Mais le lieu est effectivement modulable. On peut y faire une révolution d'ouvriers, on peut y faire un ensemble de gens qui fêtent un anniversaire, un mariage. Je veux dire que c'est un lieu qui se prête à plein. Après, il faut meubler le lieu, il faut amener des accessoires et surtout, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui soient passionnants. Parce que c'est la seule chose qui compte, c'est le genre humain. La seule chose qui a de l'importance, c'est les rapports humains. Voilà, moi je sais que j'adore filmer de beaux endroits, j'adore filmer les belles choses, mais la chose que je préfère, c'est les rapports humains. C'est vrai, c'est cette relation que nous avons les uns avec les autres, qui est à la fois égoïste, généreuse. Bon, voilà, donc c'est ça qui est très photogénique. Mais quand vous écrivez un scénario, comment vous choisissez, comment vous connaissez les lieux qui vont servir de support dans votre tournage? Qui vous aide là-dessus? Non, c'est moi qui j'essaye de m'occuper de tout, mais le décor est très important. Je veux dire que l'appartement d'un personnage, son bureau, sa voiture est très important. Un décor est le reflet de la personnalité des personnes qu'on essaye d'exprimer. Donc, mais c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Je pense que le décor c'est le cadre d'un tableau qui est très important, et on le sait très bien. Il y a des tableaux qui sont très bien encadrés, mais le cœur même de ce métier, c'est encore une fois les acteurs et l'histoire qu'on veut raconter. Alors, c'est là où tout se joue. Je veux dire que moi, je suis rien d'autre qu'un observateur. J'aime la vie. J'aime la vie avec tous ses défauts. Et je dis bien avec tous ses défauts parce que les défauts sont plus photogéniques que les qualités. Et donc, j'aime la vie et j'observe cette vie. J'essaye de comprendre le pourquoi des choses, et après, à travers mes films, j'essaye de faire aimer la vie à ceux qui vont voir mes films, voilà, et j'en veux beaucoup, beaucoup à tous ceux qui essayent de nous faire croire que c'est une saloperie. Voilà. Est-ce que vous voulez un verre d'eau, Claude? Vous dites toujours oui. Alors justement, les décors de vos films sont souvent, là, il y a souvent la Seconde Guerre mondiale qui vous a profondément marqué. On a remarqué des cirques, des tribunaux. Comment vous faites pour réduire les coûts dans vos tournages? Parce qu'il y a des coûts colossaux en termes de déco, de décoration, de costumes. Est-ce qu'il y a des recettes pour économiser de l'argent sur un tournage? Oui. Alors, quand vous savez ce que vous voulez, vous faites beaucoup d'économies. Vous perdez beaucoup d'argent quand vous ne savez pas ce que vous voulez. Je veux dire que quand vous faites des marches avant et des marches arrière, que vous recommencez des scènes, le film commence à coûter très très cher. C'est la répétition. Si un film est très bien préparé, et surtout si le metteur en scène sait exactement où il veut aller, ce qu'il veut raconter, on gagne beaucoup de temps. Ce qui coûte cher dans le cinéma, c'est le temps de tournage. Si vous faites un film en 3 semaines ou un film en 10 semaines, ça change complètement le budget. Donc c'est la préparation du film, et c'est surtout le savoir-faire du metteur en scène qui va jouer un rôle très important, car quand un metteur en scène n'est pas sûr de ce qu'il fait, il perd beaucoup de temps,
le temps qu'ils réfléchissent. Quand vous avez 100 personnes sur un plateau, on peut les trimballer pendant 3, 4 jours, 5 jours au lieu d'une journée. Voilà. Donc le rapport qualité-prix est en grande partie dû à la préparation d'un film, à la mise en place des décors et des acteurs. Combien de fois en moyenne une scène est rejouée? Est-ce que vous la jouez fréquemment ou est-ce que ça arrive qu'au bout d'une fois, la scène est bien tournée? Alors là aussi, ça dépend des metteurs en scène. Il y a des metteurs en scène qui adorent tourner 30, 40 fois. Moi, je sais que je privilégie énormément la première prise, car c'est celle qui est la plus spontanée. Je veux dire, ce qui m'intéresse au cinéma, c'est de filmer la spontanéité. La spontanéité, c'est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité. C'est un moment absolument incroyable. Quand on est spontané, on peut dire même des bêtises. On vous les pardonne. Je veux dire que la spontanéité, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux chez un être humain. D'un seul coup, on quitte le monde de la tricherie. Je crois qu'on est dans un monde... La vie est un jeu formidable, extraordinaire. C'est sûrement le plus beau de tous les jeux, mais il y a un problème dans le jeu de la vie, c'est les tricheurs. C'est eux qui polluent ce jeu. Là, vous avez rencontré beaucoup des tricheurs? Voilà. Oui, énormément. Énormément. Et ce qu'il faut, c'est les détecter et les empêcher de nuire. Donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné, le jeu devient passionnant. C'est pour ça que le jeu, les flics, les voyous ont tant de succès au cinéma, c'est parce que les tricheurs sont très photogéniques. Très photogéniques, ils sont très attractifs. Et puis, voilà, donc c'est vrai que donc j'essaye, avec la spontanéité, de démasquer les tricheurs. Je veux dire, quand on est spontané, même un tricheur, quand il est spontané, devient intéressant. Alors, il y a toujours des duos assez magiques dans vos films. Il y a beaucoup... Donnez-moi votre verre, je vais le prendre. Oh, c'est bon? Il y a des duos toujours assez magiques dans vos films. Tout à l'heure, ce qui était amusant pour ceux qui ont assisté à la préface, vous avez même dit que des fois, vous tirez au sort, pile ou face, les acteurs. Comment on peut choisir l'exemple qu'on voit à l'écran, mais comment vous choisissez vos duos? Alors, les duos, ça, c'est la magie de ce système. Voilà. Un couple, c'est miraculeux. Il y a des couples qui marchent, il y a des couples qui ne marchent pas. Alors, des couples qui ne marchent pas, par exemple? Un couple qui marche très bien, c'est Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant ou Montand, Girardot. Un couple qui ne marche pas très bien, c'est Deneuve et Dutronc. Voilà, à un moment donné, vous savez, c'est un métier où tout se mélange. C'est un métier très, très dangereux parce qu'on joue avec la vie. Quand on est sur un plateau, on joue avec les sentiments et les valises des gens. Je veux dire que quand un acteur arrive sur un plateau, c'est un être humain. Et il arrive avec ses valises. Il arrive avec ses emmerdes, avec ses gosses, avec le machin, la banque qui lui réclame, etc. Donc on arrive tous avec des valises. Et ces valises, on va les trimballer toute la journée. Par exemple, quand Annie Girardot a obtenu le César pour Les Misérables, la scène qui lui a valu d'obtenir le César, ce jour-là, elle était au 36e dessous. On était dans le Jura, elle est venue me voir, elle m'a dit « Claude, écoute, je ne peux pas tourner aujourd'hui, je suis incapable de tourner, j'ai mon mec qui me trompe à Paris, j'ai la banque, j'ai un découvert, ma mère est malade et j'ai ma fille qui fait des conneries. Sois gentil, laisse-moi rentrer à Paris et on tournera la scène si tu veux demain ou après-demain, mais je suis obligé de rentrer à Paris. » Et c'était évident qu'elle était incapable. Donc ce jour-là, ses valises pesaient des tonnes. Et je lui dis, écoute, je te mets une voiture, tu fais l'aller-retour, mais avant de partir, on fait une prise. Et puis tu t'en vas. Et comme elle était pressée de partir, le directeur d'acteur aujourd'hui, c'est pas moi, c'est la vie. C'est tous les emmerdes qu'elle a. Et tous ces emmerdes, elle les a donnés dans la prise. Elle jette à la figure de Bougenin l'histoire du monde, tout simplement parce qu'à ce moment-là, ce sont ses valises personnelles, ce sont ses cicatrices personnelles, ce sont ses souffrances personnelles qu'elle va faire cadeau à la caméra et dont le public va se servir. Donc, les acteurs, c'est pour ça que je les aime, ce sont des grands enfants qui jouent tout le temps.
Et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui vous font cadeau de leur souffrance. J'ai jamais rencontré un grand acteur heureux dans la vie. Ce sont des gens qui doutent de tout. Et donc, alors j'ai rencontré des acteurs heureux, mais ils n'étaient pas bons, vous voyez ce que je veux dire. Mais les grands acteurs vous font cadeau de leur vie, vous font cadeau de leurs cicatrices, vous font cadeau de leurs souffrances. Et c'est parce que d'un seul coup, ils n'interprètent plus, ils sont vraiment ce qu'ils sont. Les grands acteurs sont ceux qui, justement, vivent intensément, à la fois devant et derrière la caméra. Et c'est en ça que ça m'intéresse, et c'est ça que j'aime aller chercher. Je veux dire que si on veut faire des films qui laissent des traces, il faut à un moment donné tourner des séquences qui vont plus loin que le cinéma. Voilà, et donc c'est à ce moment-là que ce métier devient passionnant, exaltant, mais c'est vrai que c'est un métier dangereux parce qu'en plus, quand vous êtes derrière une caméra, c'est comme si vous étiez derrière un microscope. Moi, quand je regarde une femme derrière ma caméra, je vois des choses invisibles. Je rentre à l'intérieur des gens et souvent on a vu des metteurs en scène, Truffaut, Sacha Guitry, enfin la liste est impressionnante, Orson Welles, tomber amoureux de leurs actrices, tout simplement parce que derrière la caméra, on voit des choses invisibles. On arrive à pénétrer à l'intérieur des gens et c'est un métier dangereux. Sur un tournage de film, les acteurs, on dit aux acteurs des choses qu'on n'oserait pas dire à sa propre femme. Alors justement, vous allez nous dire des choses, là, il y a 250 hommes dans la salle, ils sont tous admiratifs de votre palmarès amoureux. Comment vous faites pour séduire les femmes? Parce que là, les gars, ils sont tous... D'abord, c'est elles qui me séduisent. Moi, je suis trop timide pour draguer une femme. C'est elle qui décide, c'est elle les patronnes. Vous savez, bon, alors évidemment, il y a toujours des tricheurs qui arrivent à des cas extrêmes comme ceux auxquels on est confronté actuellement. Mais c'est déjà tellement difficile de faire l'amour à une femme qui est d'accord, si en plus il faut le faire à quelqu'un qui ne l'est pas. Voyez. Donc, ce sont les femmes qui décident. Je pense que dans les grandes histoires d'amour, c'est elles qui décident et qui nous donnent l'autorisation et qui ouvrent les portes ou qui les ferment. Voilà. Vous êtes quelqu'un de très curieux, ça se sent quand vous parlez de la vie. En deux mots, Claude, qu'est-ce qui vous nourrit? C'est quoi votre curiosité? Comment vous la cultivez, cette curiosité? En deux mots. Je ne sais pas, j'aime la vie. Mon problème, c'est ce que je vous disais ce matin, c'est que j'aime tout. J'aime le chaud, j'aime le froid, j'aime la mer, j'aime la montagne, j'aime la campagne. J'adore les gens intelligents. J'ai une passion pour les cons parce qu'ils sont plus photogéniques. Et puis c'est avec eux qu'on fait les plus belles comédies. Donc cet amour de la vie, j'ai envie de filmer cet amour de la vie pour le transmettre à ceux qui sont dans la salle et qui vivent très mal le quotidien. Je veux dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde, enfin de tout temps, les gens passent à côté du bonheur. Passent à côté du bonheur et alors qu'il est là, qu'il existe, il est gratuit, le bonheur, c'est le luxe qui est très cher. Et donc à travers mes films, j'essaye, quand ça marche, j'adore quand les gens sortent d'un de mes films et qu'ils ont envie de faire des choses. Que le film leur donne la pêche, l'envie de faire. Je m'accroche au positif. On est dans un monde où le négatif est plus fort que le positif. S'il y a 10 personnes qui vous disent du bien de moi et une qui vous dit du mal, c'est celle-là qui va laisser des traces. Ouais, les mauvaises nouvelles intéressent plus les gens que les bonnes nouvelles. Si vous invitez 100 personnes à un mariage, 100 personnes à un enterrement, il y a plus de réponses pour l'enterrement que pour le mariage. Voilà. Donc, j'essaye de m'accrocher au positif. Et c'est le positif. Avec le positif, on peut tout faire. Avec le négatif, on ne peut rien faire. Voilà. Donc, c'est ce que les gens aiment dans mes films et que d'autres détestent. Voilà. Alors dites-nous pourquoi Jeanne Moreau, elle vous a dit non un jour où vous lui avez proposé de tourner avec vous. Alors oui, c'était Jeanne Moreau normalement qui devait faire Vivre pour vivre avec Yves Montand. Et donc je rencontre Jeanne Moreau, je passe l'après-midi avec elle, on parle du film.
Elle trouve le sujet passionnant et elle me dit, alors je lui dis, bon, voilà, c'est l'histoire d'une femme qui est trompée par son mari et qui va recommencer sa vie. Et elle me dit, mais qui c'est qui va me tromper? Je lui dis, c'est Yves Montand. Et elle me dit, écoute, un con pareil ne peut pas me tromper. Elle ne pouvait pas imaginer qu'un con pareil puisse la faire cocu. Elle dit, il peut faire cocu Simone Signoret, mais pas moi. Voilà. Et donc, à partir de là, j'ai dit, bon, bah écoute, elle voulait que je change Yves Montand. Elle m'a dit, je fais le film, si c'est pas Yves Montand. Et comme je tenais beaucoup à Yves Montand, qui avait ce côté lunaire, généreux, balourd du personnage que j'avais, je suis allé voir Annie Girardot, qui, elle, était très contente d'être cocu par Montand. Voilà. Bon, je passais. C'est une question de feeling, encore une fois, mais c'est deux comédiennes extraordinaires. Et je pense que le film a gagné beaucoup avec Girardot. Beaucoup. Il est moins intellectuel. Encore une fois, je remercierai jamais assez ceux qui m'ont dit non. Ça a permis de trouver ceux qui disent oui. Voilà, vous adorez les acteurs qui disent oui tout de suite. Le oui est souvent récompensé. C'est vrai qu'en général, quand un acteur, quand vous lui posez la question, est-ce que tu as envie de tourner avec moi, et il dit laisse-moi réfléchir, déjà, c'est mal parti pour que vous puissiez le prendre dans un de vos films. Oui, moi, les gens qui me demandent, quand je raconte une histoire à un acteur, s'il me dit oui tout de suite, je le prends. S'il me dit je réfléchis, je le prends plus. Je veux dire que, encore une fois, je veux faire confiance plus à la spontanéité qu'à la réflexion. La réflexion est trop négative. Elle cherche tout ce qui ne va pas. Alors que l'instinct, lui, voit tout de suite le côté positif. Donc c'est vrai que j'ai une grande préférence pour les gens qui disent oui et non tout de suite. Quand quelqu'un me dit je vais réfléchir, c'est presque un non. Vous voyez ce que je veux dire? Regardez, William Lémergie qui nous a envoyé un petit mot, il savait que vous veniez, écoutez. Alors, il faut que je vous dise tout d'abord que la chance et Claude Lelouch, ce sont de vieux amis. Ils se connaissent depuis très longtemps, ils se fréquentent dans le privé, mais ils travaillent souvent ensemble. Donc il est sollicité, le hasard, par Claude. Si je vous parlais de tous ces hasards dont j'ai été le témoin quand j'assistais au tournage ou quand j'y participais, on serait là pour 3 heures. Et d'après ce que j'ai compris, c'est pas prévu comme ça, c'est pas moi votre invité. Bon, alors je vais faire court. Une petite anecdote, nous tournions Les Misérables au Fort de Joux, c'est dans le Doubs, et le temps ne l'était pas. Doux. Et c'était même pourri, un temps gris, sale, quoi. Mais c'était un décor gigantesque, tout avait été aménagé, un ring de boxe, et les comédiens, les figurants, enfin bon, énorme, on ne pouvait pas tout changer, trop cher, trop difficile, trop compliqué. Bon, alors, moteur, action. Et boum, boum quoi? La neige. La neige qui tombe, mais alors la neige de l'ami hasard. C'est-à-dire que pas une neige pourrie avec des flocons comme ça, une neige sympa, une neige de cinéma, des petits flocons très gentils. Ça ne faisait pas de rideau, donc on voyait très très bien, ça se mettait sur les reliefs, une scène éblouissante comme j'en ai jamais vu, et quand j'en reverrai jamais, une scène en plein air, sous la neige, un match de boxe, voilà. Et bien c'est ça, Claude. Et d'ailleurs, Claude et moi, il y a une citation à ce sujet qu'on aime bien. C'est une citation d'Albert Einstein. Vous me direz qu'il vient foutre là-dedans, Albert. Mais Albert, il se pélait tout, figurez-vous. Alors, il disait ça. Il disait le hasard, c'est quand Dieu voyage incognito. Et pas mal, celle-là. Hein. Et, il en a fait un credo, moi aussi, d'ailleurs. Et puis, pour terminer, vous m'avez demandé de lui poser une question à Claude. Comme je lui ai déjà tout posé depuis 35 ans, je ne sais pas, j'ai l'impression que quand on a le hasard pour ami, on a tendance à le solliciter. Mais comment est-ce qu'on sollicite le hasard? On dit, bah, allez, viens, quoi, viens. Parce que le hasard devient une nécessité. Quand je l'ai rencontré, ce hasard a fait que c'était une nécessité que je le rencontre, cet homme-là. Bon, alors, vous allez voir, écoutez bien sa réponse et demandez-lui qu'il vous parle de ces hasards qu'il crée lui-même dans ses séquences et dans certaines scènes. Il y a les séquences qui sont imposées et puis il y a les figures libres. Et dans les figures libres, il y a du hasard, mais un hasard maîtrisé. Entre amis, il ne se refuse rien, Claude et le hasard. Voilà, je t'embrasse, mon Claude. Tu diras bonjour à tous ces gens qui sont autour de toi et qui ont bien fait t'inviter. Alors, ouais, il a super bien joué le jeu.
C'est vrai que le hasard, donc quand on a parlé de séquences de films et les figures imposées, puis il y a eu des figures libres, on a parlé tout à l'heure de l'histoire de l'attente, mais il y a dû y en avoir d'autres. J'avais dit qu'à chaque fois dans les films, il y avait des scènes qui n'étaient pas prévues. Est-ce qu'il y en a une qui vous a marqué, une scène Non, mais d'abord, pour répondre à cette question, c'est que le hasard, c'est la plus fabuleuse machine à calculer qu'on ait jamais imaginée, et qui est le résultat de ce que nous disons et de ce que nous pensons, et de la part invisible de chacun d'entre nous. Le hasard, c'est presque Dieu qui pénètre totalement chacun d'entre nous, fait une analyse absolument incroyable et vous récompense ou vous punit. C'est-à-dire que le hasard peut être bon et mauvais, et il vous emmène là où votre intelligence ne vous aurait jamais emmené. Le hasard n'a pas de limite, l'intelligence en a. Voilà, donc quand je suis sur un plateau, quand je tourne, à un moment donné, c'est le moment le plus important, c'est le tournage. Tout ce qu'on a imaginé avant, ce sont des possibilités. Au moment du tournage, on ne peut plus tricher. C'est fini, il n'y a pas de tricheur. C'est de ce dont je vous parlais tout à l'heure. On est bon, on est mauvais. Et c'est amusant parce que le hasard, il est cabot. Il aime le cinéma, il aime les artistes. Je pense que les artistes, on est les chouchous du bon Dieu. Et à un moment donné, il rentre avec vous dans la scène. À un moment donné, on ne sait pas pourquoi, il va vers un acteur, il lui balance une idée dans la tête, auquel moi, j'assiste pas. L'acteur le ressort et ça lance des ricochets. C'est-à-dire que je pense que le hasard est un immense, immense scénariste qui travaille avec la vie, en collaboration. Les idées, vous savez, elles sont dans l'air. Il y a des milliards d'idées qui se promènent. Et puis à un moment donné, il y en a une qui va se planter chez vous, une qui vient se planter chez moi, ou chez madame, que là que je connais un petit peu. Voilà. Et à un moment donné, cette idée, il va falloir la travailler. Je veux dire, il n'y a pas d'idée qui ne demande pas un gros travail. Voilà. Donc en général, le hasard se plante chez des gros travailleurs, parce qu'elles ont besoin d'être travaillées. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance, toute ma vie, d'avoir comme collaborateur ce hasard que je n'arrive pas à définir et qui a fabriqué peut-être les plus belles scènes de mes films. Et ça se produit toujours au moment du tournage, au moment où les acteurs sont de bonne ou de mauvaise humeur. C'est très important, l'humeur des comédiens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure pour Annie Girardot. Moi, le matin, quand je commence le tournage, mes espions, c'est les maquilleurs et les coiffeurs. C'est les premiers qui reçoivent les comédiens. Donc les acteurs arrivent sur le plateau, ils vont au maquillage et aux coiffures. Et à ce moment-là, c'est là que les maquilleurs et coiffeurs me disent, tu sais, aujourd'hui, elle est fatiguée, elle a dû faire la foire toute l'année, elle a des valoches, je ne sais pas comment on va faire, elle est de très mauvaise humeur ou il est de très bonne humeur. Et donc c'est avec cette bonne humeur et cette mauvaise humeur que je vais jouer. C'est ça déjà le début de la mise en scène, car on ne peut pas contourner la bonne humeur et la mauvaise humeur des gens. Si je viens vous voir un jour à votre bureau, ou un jour vous êtes de très bonne humeur, ça va complètement changer par rapport à celui où vous étiez de mauvaise humeur. Vous n'allez pas me donner les mêmes réponses. On n'est pas du tout disponible de la même façon. Si je fais cette réunion avec vous et que 3 minutes avant, j'ai reçu un coup de téléphone qui m'a cassé, la réunion est foutue. J'aurais envie de bâcler, j'aurais pas envie de parler. Et par contre, si juste avant, j'ai eu une très bonne nouvelle, alors là, vous pouvez me faire parler jusqu'à 8 heures ce soir. Voilà. Bon, et justement, c'est un bon exemple, ce qu'on a sous les yeux. En 68, excusez-moi, j'ai un trou, vous recevez l'Oscar à Hollywood, c'est un 68, Claude 68, oui. Et vous... 67. Excuse-moi, 67. Et vous recevez l'Oscar. Et comment vous l'avez su que vous aviez gagné l'Oscar? Alors, à l'inverse de tous les gens qui l'apprennent dans la salle et au dernier moment, moi je suis arrivé au Beverly Hills Hotel à Hollywood dans l'après-midi. J'étais un peu en retard parce que je préparais un autre film qui s'appelait Loin du Vietnam, puisqu'après l'Oscar, je suis parti à Saïgon. Et donc j'arrive et puis il y a un portier qui prend mes valises et qui me les amène dans la chambre.
Et donc, je lui donne un pourboire. Et il me dit, ce soir, vous aurez l'Oscar du meilleur film étranger et l'Oscar du meilleur scénario. Le portier, hein. Le gars qui... Et je lui dis, mais comment vous savez ça? Et il me dit, cet après-midi, là, j'ai porté à boire au conseil des Oscars au moment où ils étaient en train de dire que vous aviez ces 2 Oscars. Donc j'ai appris cette bonne nouvelle, j'étais tout seul dans ma chambre et j'ai cru cet homme parce que je me suis dit, c'est impossible. Vous voyez, encore une fois, le hasard a voulu que je le sache avant tout le monde. Et après, évidemment, je suis parti avec Anouk Aimé et Grégory Peck qui nous a emmenés dans sa voiture aux Oscars. Je savais que moi, j'allais être récompensé et je savais qu'Anouk Aimé, qui était aussi nommée, ne l'aurait pas. Donc j'étais très mal à l'aise. Encore une fois, j'avais le sentiment d'avoir triché. Et donc après, quand j'ai appris que j'avais l'Oscar en direct, ben, j'ai joué la comédie, j'ai pas été bon, quoi. Vous voyez, j'avais perdu. J'aurais tellement aimé être dans la salle et l'apprendre à voir mon cœur qui bat. 5 minutes avant, quand on dit les nommés sont un tel, je savais que c'était... Donc il y avait une tricherie qui m'a privé du grand plaisir que j'aurais pu avoir. Alors j'ai eu mon plaisir tout seul dans ma chambre, mais j'ai pu le partager avec personne. Voilà. Vous avez dit, j'ai rencontré des pauvres heureux, mais jamais des riches heureux. Vous avez tourné avec Bernard Tapie. Ça a été un moment marquant en termes d'acteur quand vous avez tourné avec lui? Oui, parce que d'abord, c'est un vrai comédien. Je pense qu'il a joué la comédie toute sa vie. C'est un mec super doué, d'une intelligence incroyable. Il apprend les choses à une vitesse incroyable. Moi, je l'ai vu apprendre son métier de comédien en 24 heures. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a un esprit de synthèse redoutable. Et c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à le confronter à Fabrice Lucchini, qui est le super acteur, qui est l'acteur-acteur. Enfin, il est fait pour être ça. Et c'est vrai que je crois que Bernard Tapie est la seule personne qui a déstabilisé Lucchini. Il l'a déstabilisé parce qu'à un moment donné, Bernard cesse de jouer et joue avec les gens comme il joue avec eux dans la vie. Alors que l'acteur a toujours besoin quand même d'un texte de référence. Voilà. Donc je me suis régalé et c'est là où j'ai compris toutes les possibilités qu'il y avait à tourner avec des inconnus, avec des stars, avec des gens qui ont le physique de l'emploi. Je veux dire, il n'y a pas de règle. Je veux dire que quand on fait un casting, ce qu'il faut, c'est... Le physique joue un rôle très très important. Et avec Tapie, je savais que j'allais avoir un guerrier qui allait constamment se battre avec tous les personnages du film. Et quand il a sa maladie, puisque c'était un film prémonitoire, puisque dans le film, on lui donne un cancer de l'estomac, je voulais montrer la force du mental sur le physique. Puisque dans le film, c'est l'inverse qui se produit avec les analyses qui sont changées. Donc à chaque fois que je commence un film, j'ai tourné récemment avec Dupond-Moretti, c'est la même came, vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des hommes qui sont de grands acteurs, mais qui ont des choses à dire en même temps. Je veux dire que ça m'amuserait beaucoup d'ailleurs de faire un film avec Dupond-Moretti et Tapie. Je trouve que ça ferait un beau championnat du monde de boxe, quoi. Bon, si vous les croisez tous les deux, ça nous intéresserait de les avoir au club. Hein. Dupond-Moretti dit que cette scène, c'est la plus belle scène du cinéma français. Oui, c'est un moment important. Alors, cette séquence est très révélateur de mon cinéma. Quand Annie Girardot tourne cette scène, elle vient à l'aéroport de Nice dans l'espoir que Belmondo sera dans l'avion. Et je ne lui ai pas dit s'il allait descendre ou pas. Ah oui. Elle n'a pas lu le scénario. Si elle avait lu le scénario, elle aurait vu qu'il ne descendait pas. Et elle aurait joué, je pense, elle aurait fait semblant de souffrir, elle aurait fait semblant d'être déçue. Je pense que, voilà. Et donc, je lui ai dit, écoute, elle me dit, mais par quelle porte? Et j'ai dit, écoute, tu verras. Donc, j'ai attendu un avion, un vrai avion
qui se vidait normalement avec... voilà. Et elle attend Jean-Paul, voilà. Et puis Jean-Paul descend pas. Et donc à ce moment-là, si elle est géniale, si elle est fantastique, c'est parce qu'à ce moment-là, elle vit ce moment-là au lieu de le jouer. Quand Anouk Aimée descend du train à la fin d'Un homme et une femme, elle ne sait pas que Trintignant va l'attendre sur le quai de la gare. Elle croyait qu'elle allait rester toute seule. Je lui avais dit, bon, voilà, je vais faire le portrait d'une femme seule. Voilà, et puis ça sera le dernier plan du film. Je vais être en gros plan sur toi, toute seule, qui arrive à la gare et qui prend un taxi. Et puis, moi, j'ai caché Trintignant derrière moi. J'ai lâché Trintignant au dernier moment. Et quand elle voit Jean-Louis Trintignant, elle a une expression, un regard qui a fait le tour du monde, qui fait qu'à un moment donné, elle cesse de jouer. Voilà, ce que je demande à mes comédiens, c'est à un moment donné de cesser de jouer, de faire semblant. C'est ça qui m'amuse, c'est ça qui me passionne. Donc avec Annie Girardot, j'ai effectivement joué à ce jeu-là. Et dans tous mes films, quand on fait la scène des bonjours avec Anconina et Belmondo, Anconina ne sait pas du tout de quoi on va parler. Donc j'aime bien, à un moment donné, déstabiliser les acteurs de la même façon que la vie nous déstabilise tout le temps. Tout le temps. On est constamment déstabilisé. Là, il y a d'un seul coup du soleil, il fait chaud. Si vous voulez retirer votre manteau, non, mais tout va bien. C'est un exemple que je vous donne. Je veux dire que la vie se mêle de la vie de chacun d'entre nous. C'est un acteur invisible qui perturbe à tout moment tous nos projets. C'est ce que je disais tout à l'heure. La seule certitude à laquelle je suis arrivé, c'est que les choses ne se passent jamais, jamais comme on les avait imaginées. C'est toujours un petit peu plus ou toujours un petit peu moins. Quand c'est un petit peu plus, c'est le début du bonheur. Quand c'est un peu moins, c'est le début des emmerdes. Et c'est pour ça que, encore une fois, on en a parlé ce matin, pour moi, la vie, c'est une course d'emmerdement au pays des merveilles. Et c'est vrai qu'on va d'un emmerdement à l'autre, et plus on a d'emmerdes, plus on a de chances d'être heureux. Parce que j'ai été très heureux à chaque fois que j'ai terrassé un emmerdement. Je veux dire que mon grand bonheur, c'est de terrasser les emmerdes. Voilà. Et donc, c'est ça que j'essaye de filmer. J'essaye de filmer des hommes et des femmes qui sont un peu moins dégueulasses que les autres et qui, de temps en temps, s'intéressent aux autres. Voilà. Alors, je vous ai demandé quelles étaient les 5 rencontres qui ont marqué votre vie. Vous m'avez donné 5 noms. Gérard Cyr, Pierre Bromberger, Pierre Barou, Jacques Brel. La majorité des gens dans la salle connaissent 3 ou 4 personnes, ne connaissent pas tout le monde. Sur les 5, Valérie Perrin, qui est votre dernière épouse, sur les 5, quel est celui qui vous a le plus marqué, Claude ? Je pense que Pierre Barou a été un personnage très important parce que c'était un homme très riche. Sur son passeport, il avait mis, la profession, il avait mis promeneur. Et c'est vrai qu'il s'est promené toute sa vie à travers les gens, un peu comme moi. Et à chaque fois qu'il revenait de ses voyages, il ramenait des informations absolument incroyables sur les hommes, sur les femmes, la justice, l'injustice. Et donc j'ai passé des heures et des heures à écrire avec lui les chansons d'un homme et une femme, à réfléchir sur la façon d'aborder l'histoire. Et donc c'était un homme qui était d'une richesse folle. Toutes les personnes qui m'a présenté ont joué un rôle important dans ma vie. C'est lui qui m'a présenté Francis Lay. Quelle rencontre ? Voilà, donc c'est... Et puis il m'a présenté plein d'autres personnes. Et toutes les personnes, à chaque fois qu'il me présentait quelqu'un, je savais que ça allait être une personne importante. Il avait un regard absolument incroyable. Il laissait jamais de poussière sous le tapis. Il crevait les abcès au fur et à mesure. Voilà. Mais Jacques Brel, je pourrais dire la même chose de Jacques Brel. Je pourrais dire la même chose de Gérard Cyr ou de Valérie Perrin. Voilà, ce sont des gens qui m'enrichissent. Et c'est vrai qu'on a tous envie de s'enrichir. Voilà. Alors, les moments enrichissants, c'est avec votre 7 enfants. Ils ont tous un point commun. Enfin, 2 points communs, c'est qu'ils sont de vous. Et puis la deuxième, c'est qu'ils commencent par S. Pourquoi S ? Alors, la personne qui m'a le plus impressionné, c'est mon père. J'ai eu un père extraordinaire.
qui était un visionnaire, tout ce qu'il prédisait arrivait. Et cet homme a été pour moi essentiel. Je pense il a été la meilleure école du monde. Il m'a donné les meilleurs conseils qui soient. Encore que les conseils, ce soit comme les cure-dents, après vous, personne ne veut s'en servir. Et donc, mon père s'appelait Simon. Donc, quand il est mort, j'ai décidé que tous mes enfants auraient un prénom qui commence par un S, en hommage à leur grand-père.